Alors, on va commencer. Donc, je voudrais remercier déjà les participants. Donc, vous dire comment ça va s'articuler à ça. Donc, je vous explique. Je suis le président de l'Union départementale des élus socialistes et républicains. Et en fait, on a choisi de faire une conférence thématique sur les circuits courts en partenariat avec la section de Saint-Julien du Parti socialiste. Et l'idée, on se dit plutôt que de rester chez nous et entre nous, on va ouvrir ça ce soir au public. Donc, ce n'est absolument pas une conférence partisane, sélective. Donc, je vais remercier Sylvain, qui est effectivement notre secrétaire de section, qui est très actif sur la partie technique notamment. Je remercie Monsieur le maire et le conseil municipal de nous avoir accueillis ce soir. Vous présentez le conférencier, donc Jacques Maté est un collègue. Alors il a beaucoup de qualités, Jacques Maté. La première qualité qu'il a d'abord, c'est que c'est le spécialiste sur le sujet aujourd'hui, donc sur les circuits courts. Il a produit quelques ouvrages, donc il vous en parlera. Donc Jacques Maté a travaillé notamment auprès de Stéphane Le Foll à une époque. C'est vraiment la référence sur ce sujet. Et à l'université de Poitiers, à la faculté d'économie en particulier, on associe des professionnels. Il faut savoir qu'on dit souvent que le monde de l'université est un peu coupé de l'entreprise, donc moi je dirais corriger ça. Jacques Maté c'en est l'exemple. On a des professionnels à qui on confie une charge d'enseignement importante, c'est ce qu'on appelle les professeurs associés, c'est son titre. Donc au-delà de son activité professionnelle, il enseigne effectivement, il transmet des savoirs et des savoir-faire, notamment à nos étudiants de la faculté de sciences économiques. Donc, ce que je vous propose, c'est que ce soit pour moi le conférencier du soir. Donc Jacques, je te donne la parole. Alors, il a une autre qualité, c'est que c'est un gars des Deux-Sèvres. Donc ça, pour nous, c'est une grande qualité, parce qu'on est quelques-uns. Un gars de Saint-Liguerre, donc les gars de Saint-Liguerre sont des bons gars. Et puis, il connaît un petit peu le métier, parce que je crois savoir qu'il est un peu comme moi, on a encore la boue qui nous colle aux bottes. Dans nos origines familiales. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bon, alors, je saute un peu. Oh, je vais parler comme ça, c'est bon, hein. Ouais. Alors bon, en fait, ce que je vais faire, c'est peut-être vous donner des petits flashs sur ce thème-là. Hein, c'est pas la conférence académique. Et puis, je vous raconterai d'autres petites histoires. Ce sont des histoires que j'appelle de réussite. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de potentialités, d'opportunités, et souvent soit dans des territoires, soit avec des personnes dont on ne s'entend pas du tout à ce qui est ces conditions de réussite. Alors, bon, déjà sur le sujet, peut-être ce qu'il faut se dire, ça c'est un sujet sur lequel moi je travaille, j'étais, je pense, un des premiers en France à faire des articles, début des années 90 sur ce sujet-là. Donc à cette époque-là, je n'intéressais pas grand monde, je ne sais même pas si j'étais lu. Mais je voyais, moi je travaillais déjà comme chargé d'études économiques à la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, mais j'étais un économiste au milieu d'agronomes. Donc j'avais déjà une lecture plus de l'agriculture et des débouchés, alors que les agronomes étaient plutôt à essayer de maximiser la production. Donc moi, dans ce milieu-là, j'arrivais, je me dis, mais comment ça se fait que j'entends jamais parler des débouchés? On regardait la performance des exploitations simplement au niveau des quintaux qu'elles faisaient ou des litres qu'elles avaient par vache, mais pas tellement où s'en allait le lait. Et moi je trouvais ça un peu étonnant. Pour un économiste, je me disais, mais on est pipe, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça derrière? Donc j'ai commencé à faire ce lien, ce travail de décryptage en disant, d'abord pour les agriculteurs, que devient ce que vous faites dans une ferme? Et est-ce que ça devient de bons produits? Est-ce qu'on les valorise bien? Voilà. Et donc, en faisant ça, je me suis intéressé aussi à des gens qui faisaient du direct et essayer de comprendre comment ils faisaient. Et voilà, donc j'ai une certaine antériorité sur le sujet. Alors, là où ça a commencé à m'intéresser, c'est que pour moi, il y a eu deux événements. Un chez nous, qui a été marquant, c'est 96, la crise de la vache folle. Moi, j'étais plutôt un spécialiste justement de l'élevage, d'économie de l'élevage. Et donc, moi, j'ai toujours souvenir des conférences que je faisais en 96, à l'arrache, à la dernière minute, pour tenter de calmer un petit peu tout le monde, parce que tout le monde était devenu fou. On a eu 3 mois de folie. Hein, la diminution de la consommation de viande a été phénoménale, les gens ont eu peur. Et donc c'est la première fois que nous tous, on s'est dit que ce qu'il y a dans notre assiette peut nous envoyer à l'hôpital. Pas une seule fois dans l'histoire, les gens avaient cette conscience-là. Donc, à un moment donné, il y a un événement qui fait qu'il y a une prise de conscience.
Et puis il s'est rajouté un certain nombre d'autres éléments qui étaient des crises aviaires, des crises sanitaires. Hein, tout ça, ça a questionné les consommateurs que nous sommes et les mangeurs que nous sommes. Donc il y a déjà, on voit qu'il y a des éléments déclenchants. Et en questionnant, tout compte fait, une partie des consommateurs se sont dit, je vais essayer de me renseigner pour savoir d'où vient ce que je mange. Et puis, au-delà de d'où vient, peut-être que je peux aussi aller chercher à la source le produit. Et le développement du circuit court, c'est un peu ça. Et donc, c'est un développement par la demande. Donc ça, c'est un élément important. Donc, le phénomène, en fait, si nous, l'élément déclencheur, ça a été la crise de la vache folle, 96, ce phénomène-là, à partir des années 2000, on peut dire, début des années 2000, passage au millénaire, s'est développé quasiment partout. Et il se développe à une vitesse beaucoup plus importante, dans une dynamique beaucoup plus forte dans un certain nombre de pays. Un des pays rois en Europe, c'est certainement l'Italie. Mais parce que l'Italie n'avait pas eu cette habitude des grandes surfaces, il n'y avait pas eu une concentration de l'offre alimentaire. En Italie, on est resté jusqu'à très récemment dans des systèmes d'approvisionnement. Quand vous êtes à Rome, le dimanche, vous allez en campagne chercher vos tomates. Donc ce besoin d'approvisionnement circuit court, en fait logique assez courte, ça a toujours été dans le comportement italien. Donc évidemment, et avec... Donc, on voit des choses absolument extraordinaires. Moi, je vais assez souvent en Italie. En ce moment, moi, je dis aux producteurs, on parlait de communication tout à l'heure, si vous voulez voir des beaux marchés, voir des beaux produits bien présentés, il faut aller en Toscane. C'est les Gucci du circuit. Donc, c'est assez extraordinaire, et moi, je conseille beaucoup aux producteurs d'aller voir. Donc, ça se passe en Italie. Donc, en Europe, c'est plutôt l'Italie qui est leader. Mais là où c'est le plus troublant, je vous en parlais un petit peu, c'est que la dynamique, elle est plutôt forte, et très très forte en Amérique du Nord. Donc là, je vais vous en parler un petit peu, parce que ça doit nous questionner. Le mouvement, donc, c'est pas un mouvement qui est un effet de mode, hein, et donc ça, c'est un mouvement de fond. Et la croissance de la demande continue tous les ans. Donc on ne voit pas pour le moment, on ne voit pas de limite un peu à la demande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce développement, il se fait dans une démarche, il y a une espèce de lien citoyen-consommateur. C'est-à-dire que c'est assez mixé entre le simple besoin physiologique de manger, voire de se rassurer, et puis d'un côté, il y a tout un tas d'actions qui ont une vocation plutôt sociétale, environnementale, autour du bien manger, autour du lien entre les populations. Enfin, il y a tout un tas de mouvements. C'est pour ça que vous avez des tonnes d'associations qui gravitent autour du phénomène et qui vont même utiliser le phénomène pour faire des actions. On voit comment les jardins communautaires sont réappropriés. Enfin, il y a des tonnes d'actions, et notamment sur l'agriculture urbaine, il se passe des choses assez incroyables là-dessus, où on va utiliser le circuit court, la vente directe ou la production alimentaire pour retrouver du lien social, redonner envie aux gens de faire leurs propres produits, et donc voilà. Donc, vous voyez que le mouvement, c'est pas qu'un simple fourniture d'un morceau de fromage ou d'une tranche de steak. Donc ça dépasse ce cadre-là, donc c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est d'autant plus un mouvement de fond, quoi, dans le sens où il est sociétal. Donc là, ça je vous en ai parlé, je vais passer plein de trucs, je vais aller à l'essentiel. Alors, ce qui est intéressant, donc je vous ai dit, la demande est soutenue. La demande est soutenue, alors qu'est-ce qui nous active? Qu'est-ce qui vous active? Alors là, c'est extrêmement divers. C'est extrêmement divers, donc c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un argumentaire. Il n'y a pas que l'argumentaire, je veux me rassurer. Il y a le plaisir de manger. Il y a la notion des gens qui se retournent aussi sur ce sujet-là parce qu'ils trouvent que le goût d'un certain nombre d'aliments transformés ou pas trop bien produits, ça ne leur plaît pas. Donc on va aller chez un producteur parce que la salade goûte mieux. Parce que, voilà. Donc, bon, il y a des éléments plus ou moins forts dans l'analyse de la demande. Certainement que tout ce qui tourne autour des allégations santé et sécurité, en France, c'est un élément fort, lié à ce que je vous ai dit sur la crise de la vache folle, par exemple. Mais nous aussi, on est très fort là-dessus. Mais tout compte fait,
aux États-Unis, l'élément clé, il est plaisir culinaire, gastronomie. Dans le pays de McDo, on découvre que tout compte fait, l'aliment peut avoir autre chose comme goût qu'un cheeseburger. Hein? Donc c'est intéressant, donc on voit, voilà. Donc quand on analyse la demande, la diversité de nos comportements est extrêmement large. Donc là, je reviens à la casquette d'économiste. Si la demande est large, ça veut dire que l'offre, elle est large aussi. Elle peut être large aussi, parce que effectivement, chaque producteur peut trouver une raison de faire tel ou tel type de produit, parce qu'il peut y avoir un client que ça va intéresser. Donc ça, c'est intéressant. Alors l'offre, elle, là, on a un problème. Alors, comme je pense que certains d'entre vous sont élus, je vais vous donner quelques clés là-dessus, parce que le travail qui est fait à l'échelle des élus, souvent, ou des collectivités, est souvent un travail qui va activer la demande. Quand vous faites un travail sur, par exemple, apporter des repas scolaires à partir de production locale, eh bien vous activez la demande. Puis qu'est-ce que vous s'aperçoit? Le producteur a du mal à répondre. Donc ça fait des années que je dis. Le problème, il est là. Le problème, c'est pas la demande. Notre problème, c'est pas d'activer la demande, c'est de trouver des producteurs en face. Et là, ça commence à peiner. Et je vais raconter ça depuis une dizaine d'années. J'ai dit, notre problème, il va être là. Et en ce moment, par exemple, ce qui est très dommageable, vous avez des magasins de producteurs, des circuits de distribution fermiers qui se font concurrence. La ruche qui dit oui, on en a 5 autour de Poitiers. Il n'y a pas de quoi alimenter 5 ruches qui dit oui. Donc, Madame Machin qui a son petit magasin, elle dit, non. Les magasins de produits qui s'installent, ben oui, notre panier moyen, on a du mal, et puis on ne trouve pas le gars qui nous fait des yaourts. Parce que le gars qui fait des yaourts, ici, on en a 3, 4 à peu près, sur le département, au maximum, ils ne sont pas capables de fouer des yaourts pour tout le monde. Donc on a un vrai problème ici, notre problème il est là. Comment? Le problème n'est pas d'activer la demande, il est d'activer l'offre. Donc comment on intéresse des producteurs à se lancer? Et ça, c'est pas gagné. Moi, je pense que non seulement c'est pas gagné, c'est que les très bons des circuits courts sont déjà des gens qui ont de l'antériorité, une vingtaine d'années, 30 années d'expérience, ils sont en train de cesser. Et moi, je ne compte pas les coups de fil de ces gens-là, qui sont des très bons professionnels, les meilleurs des circuits courts ce soir. Ils sont en train de dire, mais nous, on n'en peut plus, on veut arrêter, on trouve personne pour reprendre notre travail. Donc, ça, c'est vraiment un questionnement. Alors, vous voyez, dans toute l'effervescence des discours que vous entendez autour des circuits courts, cette dimension-là est assez peu exprimée. Hein. Une des dernières discussions que j'ai eues d'ailleurs avec Stéphane Le Foll, c'était là-dessus. Je lui ai dit, mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Ben, lui, il en est convaincu, hein, mais il dit, ben oui, on a un travail à faire. Malgré ça, cette offre-là, qui est limitée, elle commence quand même à se professionnaliser. Alors ça, c'était aussi un de nos vrais défauts, c'est que quand vous avez des clients, vous avez juste à vous baisser pour trouver des clients, ben, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au point sur déjà la gamme. Bon, moi je vends un fromage de chèvre, une bûche, et puis c'est ça que je sais faire, puis je ne vais pas en faire d'autres. Hein. Je dis oui, mais si vous aviez un peu de cendré, peut-être que celui qui aime le cendré, ça serait bien. Puis si vous aviez un petit chablis à côté, ça serait pas mal. En gros, si vous aviez un peu d'offre. Et donc, de gamme. Et donc ça, c'est un élément important. Alors on voit, on commence à voir maintenant, regardez les producteurs qui se professionnalisent, qui ont une gamme de produits très intéressante. Hein. Il y a l'autre élément qui est important, c'est que quand les premiers sont partis, il y a 30 ans, c'était que des démarches individuelles, personne, ils étaient tellement peu, on pouvait s'appuyer sur rien du tout. Donc les gens, ils y allaient, et puis ils en ont bavé. C'est des gens qu'on en bavé les premiers. Même si maintenant il y a des belles réussites. Mais ils étaient tout seuls, personne ne les a aidés. Alors en plus, s'ils étaient en bio, inutile de dire que vous aviez tout pour vous empêcher de vous développer. Là, ce qu'on voit arriver, c'est que des réseaux qui se créent, il y a du collectif, et tout ça, c'est un élément clé pour activer l'offre. Donc ça, c'est très positif de voir tout ce qu'on connaît, hein, autour d'AMAP, autour de réseaux de producteurs qui s'organisent entre eux, enfin bon, ça, c'est un élément important.
Et puis peut-être l'élément le plus important, alors ça touche aussi, moi je suis plutôt un économiste rural, donc je m'intéresse aussi aux entreprises du milieu rural, qui sont des petites entreprises. Des phénomènes comme Internet, c'est un outil absolument incroyable pour des petites entreprises. C'est l'accès au marché mondial pour des petites entreprises. Donc là, je viens d'écrire un papier là, sur des gens qui sont des producteurs de foie gras qui sont dans le Limousin. Une affaire absolument incroyable, mais comme ce que peut être le vrai succès en circuit court. Quoi. Des gens qui sont partis avec rien, dans un endroit absolument impossible. Vous dites, et là, ils sont rendus à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en faisant du foie gras et en exportant 40% en Allemagne. Ils ne parlent pas allemand, ils ne parlent pas anglais, mais ils savent faire fonctionner ça. Eh bien, il y a 20 ans, des gens comme ça, c'était absolument impossible qu'ils puissent se développer en dehors de 100 km autour de chez eux, parce que le coût commercial du développement était inabordable pour une petite entreprise. Donc, vous voyez, il y a des choses qui permettent un peu aussi cette offre de se professionnaliser. Donc ça, c'est important. A contrario, celui qui ne maîtrise pas, celui qui veut rester tout seul, celui qui ne veut pas, il va avoir du mal. Et il y a en ce moment des projets, moi je vois comme un certain nombre de gens qui viennent me voir, qui m'inquiètent beaucoup. C'est un peu, il y a beaucoup, ben vraiment, alors c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'idéalisme derrière tout ça, donc ce qui est tout à fait bien, heureusement qu'il y a de l'idéalisme, mais il ne peut pas y avoir que ça. Donc c'est quand même un vrai métier, et donc il faut avoir quand même un minimum de compétences pour se lancer. Et il y a des gens qui lâchent leur travail en ce moment, qui viennent me voir. La dernière, c'est une institut avec plein de bonnes idées, j'ai trouvé ça intéressant. Elle vient me voir, elle lâche son métier pour faire des goûters chez elle, elle fait un peu de jardinage et tout ça. Je dis, vous avez déjà lâché votre boulot? Vous avez testé un peu? Ben non. Donc là, des fois, alors, donc, ça peut être dangereux, quoi. Dangereux pour les personnes. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que vous allez faire hein? Donc il y a des atouts, il y a plein de choses, mais il faut faire attention. Donc on y reviendra. Et puis, l'élément qui doit vous intéresser, c'est que les politiques publiques bougent sur le sujet, mais bougent les acteurs qui bougent, et les leviers ne sont pas les leviers classiques de l'agriculture. En gros, la politique agricole, le financement européen, inexistant dans le sujet, le financement national, quasi inexistant. Donc, les seuls leviers de politique publique qui sont activés sont des leviers territoriaux, locaux, collectivités alors régionales ou collectivités locales ou voilà. Donc alors là il y a un rôle déterminant de ces collectivités. Alors elles ont un avantage quand même souvent, c'est qu'elles connaissent le terrain. Mais par contre le défaut c'est que les leviers financiers sont moins importants que les leviers financiers européens ou des financements qui viendraient de l'État. Donc contrairement à la politique agricole classique, le système ne bénéficie très peu des soutiens classiques de l'agriculture, passe complètement à côté. Donc là, il y a certainement à réfléchir. Hein, et quand petit clin d'œil justement sur les régions, alors si je plaçais les régions, alors je sais que je me suis, c'est des questions sur lesquelles, avec Ségolène, on n'a pas toujours été d'accord. Mais parce que je lui dis, tout compte fait, oui, c'est intéressant ce qu'on fait un peu différent. Je lui dis, il y a des régions qui sont quand même beaucoup plus dynamiques. Alors, dans les régions dynamiques, la première région sur ce sujet-là, c'est certainement Rhône-Alpes, qui a un historique là-dessus. Hein. L'historique remonte à quasiment 30 ans. Donc en Rhône-Alpes, on a quasiment 30 ans de politique régionale qui permet d'activer l'offre. Hein. Donc il y a plein de choses qui sont, c'est sûrement la région la plus innovante là-dessus. Et donc on voit les résultats maintenant, un département comme le Rhône, l'Isère, les circuits courts peuvent représenter, par exemple dans le Rhône, c'est à peu près 40% des fermes. Ce qui est absolument phénoménal, absolument phénoménal. Hein. Donc des petits fruits, tout un tas de choses. Dès que vous descendez dans la Drôme, c'est pareil, tout un tas de... Donc c'est très intéressant de voir. La deuxième région qui est assez active, c'est Midi-Pyrénées. Et puis, je dirais Aquitaine, mais plus des territoires à l'intérieur d'Aquitaine, hein, notamment par exemple le Pays Basque, je parlais du Pays Basque tout à l'heure. Ce qui se passe dans le Pays Basque est absolument incroyable aussi. Donc, vous voyez que si je prends une casquette d'élu local,
mon rôle est important dans le sujet en ce moment. Hein. Alors après, le problème, c'est avec quels outils, et notamment quels outils financiers. Mais ça veut dire qu'il y a une légitimité plutôt dans les territoires qu'au niveau national. Donc, mais ça, c'est un petit peu, ça peut être, c'est un petit peu ennuyeux sur le plan de la redistribution des budgets agricoles, parce qu'en fait, on voit qu'il y a des leviers à activer et que la politique agricole, la dernière PAC qu'on a fait, moi j'ai écrit des papiers là-dessus et je l'avais dit à Stéphane aussi en disant on a des endroits clairs. Et je lui ai mis ce qui se passait aux États-Unis en même temps. Je lui ai dit regarde, la Farm Bill, c'est 30% du budget du Farm Bill qui vient d'être réorienté sur les productions locales. C'est absolument phénoménal. Quand on connaît le budget, c'est 1,5 fois le budget européen. C'est des milliards qui sont mis dans ce. Et je pense que l'élection ne va rien changer. Bien au contraire. Donc ça veut dire que l'élection de Trump. Donc ça veut dire que peut-être que sur ce sujet-là, on n'a peut-être pas fait le bon choix. Oui, alors donc ce que je vous disais, là où c'est le plus étonnant, c'est ce qui est en train de se passer. Je vous fais un petit flash pour vous faire voir ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est intéressant à plusieurs titres. D'abord, dans un pays, et bon, ce que je vous ai dit, hein, c'est quand même c'est le pays de la malbouffe, comme on disait, mais tout compte fait, c'est un pays réducteur. Moi, je suis allé, je crois, une quarantaine de fois aux États-Unis, donc c'est un pays que je connais, que j'ai connu quand j'étais jeune, gamin, et puis où j'ai emmené des kilos de, faut le dire, mais des kilos de fromage de chèvre de ma grand-mère dans mon sac à dos à New York, puis j'étais pas rassuré. Mais je peux dire que peut-être que le meilleur fromage de chèvre que j'ai jamais mangé, je l'ai mangé l'année dernière dans le Vermont, aux États-Unis. Donc ça vous donne ce qui est en train de se passer, c'est absolument majeur. C'est un mouvement de fond, alors qui n'est pas lié à des crises sanitaires, qui est lié à une prise de conscience, alors là encore citoyenne. Ça vient pas, à chaque fois ça vient rarement des producteurs. C'est assez étonnant. C'est le citoyen ou le consommateur qui active le système. Et donc aux États-Unis, ça a commencé par des gens plutôt upper class, hein, plutôt des gens donc souvent formés avec un bon pouvoir d'achat, qui re-questionnent aussi leur régime alimentaire. Et c'est eux qui vont chercher, alors ce que j'adore au Québec ou aux États-Unis, ce qu'on appelle le fermier de famille. Et la question, c'est, quand on est en repas comme ça, on discute, c'est qui ton fermier de famille? Comme nous, on va appeler un médecin de famille. J'ai toujours trouvé ça absolument... je trouve que l'élément est fort, quoi. Hein. Et donc, vous avez sur les voitures, who's your farmer family? Hein, voilà, les voitures ont ça sur qui est ton fermier de famille. Et donc, le système, activé par cette demande, là encore, il y a à peu près, ça a commencé il y a à peu près une vingtaine d'années. L'accélération, là aussi, s'est fait à peu près dans le même temps que nous, début des années 2000, et une très forte accélération à l'arrivée d'Obama en 2007, hein, et donc notamment avec Michelle Obama, qui a créé des jardins autour de la Maison-Blanche et qui a travaillé sur tout ce qui était la partie sanitaire, de l'état sanitaire, notamment des jeunes Américains, notamment autour des problèmes d'obésité. Donc ça a été plutôt un phénomène autour des problèmes de l'obésité qu'autour des problèmes comme nous on a connu, hein, des problèmes sanitaires. L'autre élément, alors ça, quand j'ai écrit un bouquin avec une journaliste canadienne, et quand on a écrit, un jour on va à Washington, et puis on essaie de comprendre un peu le phénomène, et quand l'administration américaine a commencé à mettre des sous dans le système, on n'arrivait pas à comprendre quand. Et puis en fait, un jour, il y a quelqu'un qui nous dit, Washington, un haut fonctionnaire, dit, mais en fait, on a eu quand même un problème en 2005. On a eu un problème en 2005
Non, non, hop, j'ai pas. Attends, je dois avoir un coup d'eau quelque part. Ah ben oui, mais attends. Non, mais j'en ai... Ah, mais ça va aller. Ah, mais bon. Ah, ça y est, je suis sauvé. Tu vas bien ou on va Aïda, merci. Voilà, ça y est. Heureusement qu'on a les femmes ici. Tiens, je suis sauvé, merci. Vraiment, Circuit court. ah ben voilà, c'est ça, c'est voilà, c'est le. Oui, donc en fait, en 2005, c'est la première année que le département américain des armées n'a pas pu embaucher le nombre de GIs qu'ils avaient besoin. Pour une bonne raison, c'est qu'ils dépassaient la norme et la cote. C'est-à-dire le taux d'obésité, qui est un taux maximum pour entrer dans l'armée, eh bien en fait, il y avait tellement d'obèses dans les candidats qu'ils n'ont pas pu. Et donc ça, c'est un élément clé. Ils se sont dit, mais il faut qu'on travaille aussi sur ce problème-là, parce qu'on ne va pas avoir assez de GI. Vous voyez comment un peu... Ils sont super pragmatiques, et donc on fait des actions pour elles. Et alors c'était une petite information comme ça, mais je veux dire que, vous voyez, il y a eu des facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, on va réorienter une partie de la politique. Donc ça s'est développé comme ça. Et donc, des producteurs ont commencé, notamment autour des villes, à modifier leur offre. En ce moment, on dit à peu près 200 000 fermes en vente directe aux États-Unis. C'est absolument phénoménal. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est la croissance. Alors, les CSA, c'est... les CSA, c'est comme les AMAP chez nous. Donc, c'est le pays qui a le modèle AMAP a été inventé dans les années 60 au Japon, mais il s'est popularisé aux États-Unis. Donc, nous, on a copié ce qui s'est fait aux États-Unis. D'ailleurs, ceux qui ont rapporté les AMAP sont allés aux États-Unis pour mettre en œuvre les AMAP en France. Hein. Il y en a 15 000, hein, il y en a à peu près 1000 en France chez nous. Donc vous voyez, c'est pas 15 fois plus. Non, les chiffres sont absolument... alors, 9 000, quasiment 10 000 marchés de producteurs. Dans Manhattan, il y en a à peu près une quarantaine en ce moment. Imaginez qu'en 1995, vous n'aviez pas le droit de commercer des produits alimentaires frais en dehors de votre ferme. C'était interdit, pour des raisons sanitaires. Donc on est passé dans un monde complètement différent. C'est ça qui est assez impressionnant. Hein. Et bon, alors évidemment, là aussi, petite information pour un économiste. 15 milliards de ventes en France. Je ne sais pas combien il y a de producteurs. Je ne sais pas combien on a de marché plein vent. Il n'y a aucune stat là-dessus. Je ne sais pas, évidemment, combien on fait de chiffre d'affaires. Tous les ans, au 31 mars, l'USDA, département américain de l'agriculture, me fournit les statistiques de l'année passée. J'ai le nombre exact à l'unité près du marché, le chiffre d'affaires du marché, le panier moyen. Donc pour nous, pour travailler, je trouve ça. Je me dis, mince, chez nous, comment ça se fait qu'on n'a pas non plus, on n'est pas capable de mobiliser un minimum d'informations. Et là, on travaille sur le recensement agricole de 2010 pour savoir combien il y a de producteurs fermiers en France. Alors, la question, moi d'ailleurs j'ai râlé parce que j'ai participé au questionnaire et je disais il faut quand même qu'on pose des questions un peu plus intelligentes que ce qu'on posait. Alors, c'était est-ce que vous vendez des produits de la ferme? Mais on ne donnait pas des quantités, donc celui qui vendait 10 poules mettait oui, je vends des produits de la ferme. Donc l'information que l'on a est quasiment inutilisable. Donc voilà, donc l'autre élément, c'est le poids des politiques publiques. Tout ça, la buy fresh, buy local, tout ça, c'est payé par les États. Financement public. Dernière réunion, je fais une réunion à côté de New York, enfin j'étais invité dans un... Puis je vois une petite dame qui est productrice de viande, et puis on discute et tout. Après je dis oui, moi je m'intéresse à la viande et tout, bon, moi je transforme, on va en direct. Ah, le bazar, hein, c'est que on n'a plus d'abattoir. Alors pour faire l'abattage, c'est que des gros abattoirs. Ah, je dis, tiens, bienvenue au club. Chez nous, c'est bien la même chose. Mais maintenant, on a plusieurs. On a un abattoir mobile. C'est quoi ça? Et donc, c'est des abattoirs qui ont été conçus sur des gros camions qui permettent d'abattre
en toute sécurité des animaux, il y a des récupérations de jus, et la carcasse, après, les gens la découpent chez eux. Et le camion, bon, je dis déjà, le camion, j'ai trouvé ça génial. Et puis, je dis, tiens, ça va coûter comme de l'argent. Ah, me dit, oui, mon pauvre. Oui, plus d'1 million de dollars. Je dis, oui. Et vous avez financé, vous étiez 6, 7. Oui, on l'a financé. Puis en fait, à force de discuter, quand j'ai dit, oui, mais le comté nous en a donné 30%. L'USDA nous a mis 20%. Puis, au bout du compte, il y avait plus de 75% de financement public sur un investissement comme ça. Vous voyez un peu les leviers. Donc, le phénomène, il est aussi alimenté par les politiques publiques, quoi. Donc, on n'est pas que dans un... l'ultralibéralisme, il faut l'oublier aux États-Unis. Hein. Quand il faut faire des actions, le poids de la politique publique est super important. Hein. Bon, alors où ça se développe? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé à Chicago il y a 3 ans, là. Des endroits que je connais assez bien, ici, là, le Middle West, les grosses fermes. En ce moment, le taux de développement de circuits courts, il se fait dans l'Iowa, c'est là qu'il y a les plus grosses fermes. Des gens qui passent des fermes de 2500 hectares, comme j'en ai vu un, qui est passé système maïs-soja, qui est passé tout en bio, et maintenant qui engraisse avec ses productions bio des porcs, et il est venu chercher des porcs du Gascon chez nous pour avoir un type de porc et faire de la salmonelle. Un truc inimaginable. Donc, et ils sont passés de 2 travailleurs à 50 et quelques personnes qui travaillent sur la ferme. Donc aussi pour le développement du territoire, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc là, il y a tout un tas de phénomènes, alors ça se passe partout. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas insister, mais ce qui est intéressant, si, pour vous c'est intéressant, parce que d'autres, c'est les effets leviers qui me semblent intéressants dans l'exemple américain. C'est que ce côté pragmatique est de trouver des moyens pour, s'il y a du développement, s'il y a des gens qui veulent faire des choses, on donne des moyens. Et alors, c'est intelligent dans les moyens, il y a un programme qui s'appelle Land Preserve. C'est un programme absolument incroyable. Je parle ça avec, vous connaissez Terre de Liens chez nous, vous avez peut-être entendu parler, mais ce que vous connaissez, c'est le Conservatoire du littoral. Alors, Land Preserve, c'est à peu près la même chose. C'est un fonds mutuel où on va mettre de côté des espaces, des terres. Alors, au début de Land Preserve, ça date il y a 80 ans, Land Preserve, ce programme-là. C'était vraiment un programme comme le Conservatoire du littoral, c'est-à-dire qu'on mettait de côté des terres, on protégeait des terres qui avaient un biotope particulier. Et quand le développement des productions locales s'est fait, et notamment des productions bio, ce fonds-là s'est réorienté vers la protection de terres agricoles, notamment à la périphérie des villes. Et le programme rachète des terres et les met à disposition d'agriculteurs qui ont un projet de circuit court et en bio. Mais ce qui est intéressant, c'est le levier. L'année dernière, j'avais dit ça, en moyenne 1 200 000 hectares par an. L'année dernière, on considère qu'il y a presque 2 millions d'hectares qui ont été mis à disposition par Land Preserve. Il gère 14 millions d'hectares. C'est un quart de la surface française. 1 700 000 hectares, c'est la surface du Poitou-Charentes. Donc tous les ans, vous mettez ça et vous dites aux gens, vous louez les terres et vous faites du bio et de la production locale, vous imaginez l'effet levier que ça représente. Donc ça, c'est un élément important. Donc moi, j'ai écrit beaucoup de choses là-dessus parce que, d'ailleurs, Terre de Liens s'est appuyé, hein, le logique Terre de Liens est là-dessus. Hein. Donc c'est un fonds, ça veut dire... Alors, pourquoi c'est bien, c'est actif, ce fonds-là? C'est qu'aussi, il y a des incitations fiscales, notamment dans la transmission. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est des outils qu'on n'a pas beaucoup. Moi, c'est des idées que j'ai beaucoup vendues, notamment là aussi avec Stéphane Lefoy. Je lui dis, écoute, là, il y a des leviers sur lesquels il faut qu'on travaille, sur le fait que des gens puissent être détaxés complètement à partir du moment où ils apportent leur sol dans ce type de fonds. Donc, au moment de la transmission. Donc là, il y a des outils à utiliser. Et puis, des éléments intéressants, c'est le lien de toute cette action-là avec les écoles. Le lien éducation. Alors nous, on le fait d'une manière peut-être un peu plus timide. Alors c'est moins en termes d'approvisionnement des cantines, hein, mais plus sur l'éducation. Et donc, on a une action qui s'est développée depuis une dizaine d'années
sur un programme qui s'appelle Farm to School. Et on a marié des fermes avec des écoles. Alors chez nous, on le fait dans les écoles d'agriculture, toutes les fermes, les écoles d'agriculture ont une ferme d'application. Et là, il y a 42 000 écoles aux États-Unis qui sont dans ce programme-là. Absolument, c'est monstrueux en termes de volume, quoi. Et donc, des fermes qui sont mariées, les gamins vont dans les fermes. Même si on est en ville, enfin bon, il y a des... voilà, donc tout un tas de choses, plus le relais média. Et puis pour terminer là-dessus, sur ce sujet-là, nous, comme universitaires, c'est là que ça m'inquiète un petit peu, c'est que l'ensemble des chercheurs, des penseurs du système, des philosophes du système sont américains. Il n'y a quasiment aucun Européen sur le sujet. Donc ça, c'est en cela, moi, ça m'inquiète. C'est comme Internet, c'est comme l'informatique. Vous avez des espaces d'innovation, et quand on regarde un peu ce qui s'est passé depuis la guerre, c'est des chercheurs américains qui disaient ça, ils disent, en fait, les grands espaces d'innovation qui ont joué sur la croissance américaine, ils disent c'est des espaces de 15-20 ans. Alors, on regarde, ils disent le plan Marshall, ça nous a alimenté une partie de la croissance américaine, de la fin de la guerre jusqu'à fin des années 50. Fin des années 50, c'est l'arrivée des premières informatiques avec IBM qui se crée. Ça, c'est un espace-temps, 58, à peu près début des années 70, 72-13. 72-13, c'est Microsoft, le soft, donc les programmes. Et ça pousse jusqu'en 90-92. 90-92, c'est Internet. Ça va nous pousser jusque maintenant. Nous, là, les réseaux, et eux, ils disent, une partie de la croissance américaine, elle va se faire dans la proximité. Et je suis convaincu que le futur de la gastronomie est en train de se construire en ce moment aux États-Unis. Les meilleurs 3 étoiles sont en train d'arriver. Tous les programmes, vous voyez, les programmes qui sont faits, les Masterchef, tout ça, c'est des programmes qui ont été créés dans les années 80, fin des années 90 aux États-Unis. Il y a une espèce de... La moitié de toute la presse qui s'est créée depuis les 15 dernières années touche autour de la gastronomie. Donc, là où ça m'inquiète, c'est pour ça que politiquement, moi j'ai écrit plein de trucs là-dessus, j'ai dit mais attention, c'est que là, la machine elle est partie. Et là-dessus, c'est pas détendre. C'est pour ça que je dis que Trump, son élection va avoir non seulement aucun effet en réducteur, mais plutôt peut-être un effet accélérateur en disant il y a du business à faire. C'est comme ça que ça va se faire. Et on va peser là-dessus. Et par contre, on n'aura plus besoin de l'arme peut-être militaire, mais peut-être le futur, c'est l'arme alimentaire. On voit bien que le repli américain, il est peut-être lié aussi à tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur du pays. Donc là, on va encore faire de la géopolitique, mais c'est très intéressant de voir ça. Et donc ça doit nous interroger. Et donc c'est pour ça que je dis que les choix, alors je vous mets quelques photos, là, pour vous faire voir ce qui se passe. Là, on est dans le Middle West, à côté de Chicago, au cœur de l'agro-industrie américaine. Un magasin comme ça, il y avait 1800 références de producteurs. Un magasin à peu près gros comme... ils sont pas des gros magasins comme du Carrefour, c'est plutôt un Super U, quoi, en fait. Hein. Un gros Super U. Avec, ils vont encore plus loin, food miles, c'est-à-dire quelle distance le produit a fait entre moi et la ferme. Tout ça, c'est des food miles. On vous dit, non seulement c'est de la viande, mais ça fait 40 km. Et puis voilà, hein, là ça fait 65. Et puis certifié local, bio et tout. Donc voilà, et ça vous en avez un peu partout avec des programmes, et puis des programmes de fou. Et puis je vais terminer là-dessus, pour vous citer un programme de fou, c'est celui-là, le Spine Farming. Je vais à Madison, c'est dans le Wisconsin, à une université, petite université rurale, une grosse université en division, une petite ville. Et puis là, je rencontre des gens il y a un marché à Madison, une ville de à peu près 200 000 habitants. Il y a un marché absolument extraordinaire. Le samedi matin, il y a plus de 500 producteurs qui viennent voir. C'est énorme. Il y a à peu près entre 30 et 50 000 personnes qui viennent sur ce marché. Et je discute avec un maraîcher
Et puis il me dit, alors on discute, tout ça, puis j'ai dit, tiens, où est ta ferme, tout ça. Ah, il me dit, dans la ville. Bon, je dis, putain, vous arrivez à voir... Ah, il me dit, non, je fais du spine farming. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Ah, il me dit, mais tiens, demain, donc il nous invite, j'étais avec ma copine journaliste, là, son mari, et on s'en va manger chez lui le lendemain. C'est super sympa. Et on arrive chez lui, et en fait, il produit dans le jardin des voisins. Le spine farming, c'est quoi? On identifie une zone pavillonnaire de gens qui sont plutôt âgés, qui ont construit ces grandes maisons américaines dans les années 80, qui arrivent à 75-80 ans, qui ont 40 tares de pelouse à tondre, et qu'on aura le bol. Et moi, je viens, je leur dis, je te laboure la moitié de ta pelouse, puis je fais des tomates là-dedans. C'est ça le spine farm. Vous avez un contrat entre quelqu'un qui a un espace, et puis moi je vais occuper l'espace. Et lui, il avait 11 maisons où il allait faire sa production. Des trucs inimaginables chez nous, on a tellement, on a tellement un sens, jamais, je verrai jamais mon père, je le vois en train de quelqu'un venir labourer son truc et puis lui dire je vais mettre des non. Non. Donc, c'est anecdotique, hein, mais c'est pour vous dire, ça c'est typique de ce qui peut se passer, c'est une capacité de voir des choses, d'innover, des fois c'est, autant ils peuvent m'énerver sur plein de sujets, autant sur capacité à bousculer des choses qui nous bousculent. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, je vais finir sur des petites choses. Alors, je vous ai dit, le problème, c'est notre problème d'offre. Donc on a besoin de donner des repères à des gens qui ont des projets pour qu'ils puissent se lancer. Donc les clés que moi j'ai déterminées dans le dernier bouquin que j'ai écrit 10 clés pour réussir. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut réussir et qu'est-ce qu'on peut leur recommander? Donc, d'une manière générale, il n'y a pas de mauvaise idée. Et tous ceux, alors souvent on est un peu censeur quand les gens vous viennent, moi je travaille avec des conseillers, des agronomes, ça y est, ils savent ce qu'est le bon projet puis ce qu'est le mauvais projet. Je dis non, vous avez une bonne idée. La petite instit qui est venue me voir, de faire, c'est certainement une bonne idée. C'est une très bonne idée. La question c'est comment elle met en œuvre. Bon. Donc on a tous des bonnes idées. Après la question c'est est-ce que la mise en œuvre est bien faite. Donc ça c'est donc il faut effectivement il faut trouver une bonne idée. Plus c'est original, plus ça peut être intéressant. Mais est-ce que c'est faisable? Bon. Et on va s'apercevoir que dans un certain nombre de cas, l'idée est bonne, mais peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être pas tout à fait faisable. Ça sera peut-être faisable dans un autre environnement. Peut-être qu'on n'est pas dans le bon lieu. Peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas acquis toutes les compétences. Moi, j'adore le fromage de chèvre. Je suis incapable de faire du fromage de chèvre tout seul. Si vous me donnez du lait de chèvre, je suis bon à rien. Donc, mon idée de faire du fromage était intéressante. Ma capacité à le faire est absolument nulle. Bon. Voilà. Et donc, mais c'est classique hein, dans le montage de projet. On est, là aussi, hein, quand vous êtes sur de l'alimentaire, quand vous êtes sur des produits, il y a un lien fort. Enfin, on ne vend pas que des... c'est pas un produit inerte, l'aliment. Donc il y a un lien fort entre l'aliment, il y a des producteurs, je ne sens pas tout le temps leur lien avec l'aliment. Et donc là, vis-à-vis du client, ça se sent. Hein, donc, bon, il faut quand même aimer, cuisiner, goûter, enfin bon, il y a toute cette qualité-là, et c'est pour ça que les premiers projets, souvent, ils ont été faits par des femmes, qui, à l'intérieur du couple d'agriculteurs, le mari avait une légitimité, la femme assez peu, et puis, mais par contre, elle avait des compétences. Elle dit, attends, moi je sais faire des confitures, je sais faire des pâtés, on a transformé le premier cochon, et puis... Et souvent, beaucoup de projets ont été faits par la dynamique de l'épouse, qui, elle, avait des compétences qui n'étaient pas mises en œuvre dans l'action classique de la ferme. Donc, alors après, il y a des logiques où on n'est pas... quand je compare justement avec l'Amérique du Nord, je trouve que souvent, les projets que je vois, c'est quand même ces petites dimensions. Alors, je vends 2 poules et 3 lapins cette année. L'année prochaine, j'en vendrai 4, puis 6. Puis avec ce que j'ai gagné avec les 4 et 6, je vais pouvoir acheter un petit truc. Puis au bout de 10 ans, vous ramez.
Donc ça, c'est un problème de logique de développement, c'est-à-dire l'illusion qu'on puisse se développer tout seul, d'abord en commençant tout petit, et puis en fait on finit tout petit. Par contre, le boulot, il est toujours là. Donc les gens s'usent. Alors on a souvent des projets qui sont très bien, mais sous-dimensionnés, par contre surdimensionnés en boulot. Donc là, moi, je ne veux pas rentrer là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais enfin, c'est le sujet, mais je veux dire, mais ça, c'est un élément important. L'autre élément qu'on a, qui est un élément clé, et ça, c'est un problème de lien, de rapport à l'argent. On a un problème de prix. Souvent, beaucoup de producteurs ont du mal, notamment en maraîchage, à fixer le bon prix. En viande bovine, par exemple, je vois les caissettes à 12 kg, à 12 € le kilo, c'est même pas la peine de commencer, vous faites de l'argent. Donc ça, c'est dur parce qu'ils n'ont pas été habitués. Donc fixer un prix, quand c'est l'acheteur qui vous fixe le prix depuis toute votre vie, puis le grand-père c'était comme ça, eh ben, ça vaut combien ce que je fais? Donc on a un problème, et puis tout compte fait, l'environnement agricole n'a pas été habitué à ça. Je travaille avec des agronomes, ils n'ont jamais su ce que c'était qu'un prix de vente. Oh ben, même au jour d'aujourd'hui. Donc embêtant. Donc on a des problèmes d'ajustement dans les projets. Donc il y a, le marketing est un élément absolument clé, et puis c'est un boulot où, moi je raconte ça, ce sont les travaux d'Hercule, quoi. Je l'ai pas ici, mais je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Mais le milieu, à un moment donné, il est épuisant, quoi. Il est absolument épuisant parce que la tâche et l'ensemble des tâches qu'il faut mettre en œuvre, c'est... il y a des gens, quand je vois des gens qui commencent à préparer le marché, j'en connais, à 3h30 du matin, s'installer au marché, faire le marché, revenir du marché, repréparer le truc, et on se couche à minuit, je veux dire, il faut pas ça 15 ans, c'est absolument pas tenable. Donc l'autre jour à Paris, alors le milieu parisien m'excite en ce moment, m'excite dans le mauvais sens du terme. J'étais un milieu bobo, baba et tout ce qu'on voulait la semaine dernière, ou avec une vision du producteur, enfin tout est beau dans le circuit court. Je dis, vous êtes déjà allé ramasser des haricots verts, d'être cassé, le dos cassé? Moi je l'ai fait chez moi, je sais ce que c'est. Allez travailler toute une journée penché dans les champs. Alors, et ça vaudrait rien? Ça vaut d'abord beaucoup d'argent, et puis les conditions de travail, les astreintes, et donc, à un moment donné, dans mon acte d'achat, moi en tant que citoyen, est-ce que, pour pouvoir me satisfaire, je dois avoir quelqu'un qui vit dans des conditions dignes de Zola? Donc on a des questions à se poser là-dessus, sur les conditions que nous, en tant que locavores, indirectement, on impose en fait, par notre action d'achat à des producteurs. Et donc, il y a cette vision un petit peu idéalisante là, du producteur. Non, je veux dire, allez bosser, puis vous allez après comprendre que ça vaut de l'argent. Et donc, ça se respecte et il y a tout ça. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, les producteurs qui sont en circuit court, c'est quand même les travaux d'Hercule. Mais, moi, en travaillant avec les gens depuis 20-25 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre, quasiment, et avec un niveau de satisfaction, du rôle qu'ils avaient, alors là, qui était à chaque fois, on travaille dur, mais vraiment ce qu'on fait, ça nous plaît. Alors ça, c'est un élément important, parce que donc, ça veut dire que malgré la difficulté, il y a un niveau de satisfaction de son métier très largement supérieur à l'ensemble des autres agriculteurs, classiques ou conventionnels. Donc, voilà. Et puis, pour terminer, je vais vous faire voir un peu ce que tout ça, ça peut donner à travers mon copain, par exemple, Pierre Oteiza, pour vous dire que ça, on est le bout du bout de ça. Quand je cumule toutes ces dynamiques-là, on arrive à des choses absolument incroyables à l'échelle d'un territoire. Là, je ne sais pas si vous connaissez la vallée des Aldudes, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Étienne-de-Béguerie, sud de Saint-Étienne. Mon copain Pierre, quand il s'installe, son père avec une petite ferme, une des dernières fermes de la vallée.
On est fin des années 80. Et donc lui, il ne peut pas rester là-dessus. Il avait un oncle qui avait une boucherie à Paris. Il s'en va apprendre le métier de boucher à Paris. Puis au bout de 2 ans à Paris, à 18 ans, il dit moi je ne peux pas rester dans cette ville. Ça me plaît pas, il revient. Il revient, il se fait embaucher dans une charcuterie. Et puis, dans cette charcuterie, il traitait du porc pour faire la charcuterie basque, mais du porc de Bretagne. Gros porc de Bretagne. Et il s'est dit, mince, autrefois, ma mère, on avait le porc Quintoa, qui est un porc basque. Et donc, il essaie de relancer la race. Il n'y avait plus de porc dans le coin, il retrouve une coche, alors un truc de fou, la première fois que j'ai vu, il y a une quinzaine d'années, il pense-tu de la coche, il l'a trouvé à Tonnay-Boutonne, au sud de chez nous. Il y avait un gars dans son jardin qui collectionnait des cochons, et il avait une race pure, une coche, et donc il a racheté cette coche, et l'INRA, dans les années 60, avait conservé la semence de Vera, pure, et donc il a inséminé. Et il est reparti. Il a mis 5 ans avant de vendre son premier jambon, le temps de repartir. Donc il a commencé en 96. Au jour d'aujourd'hui, 20 ans après, dans la vallée. C'est la vallée de montagne en Europe où l'âge moyen des agriculteurs est le plus faible, où la densité des fermes est la plus importante. 250 fermes dans cette petite vallée. Il n'y avait plus de fermes. Il y a 120 producteurs de porc, il y a des producteurs de fromage, il y a 2 ateliers de salaisonnerie, une fromagerie, 500 emplois. C'est un truc de fou. Ici, je suis des gens extraordinaires. La maison Gabory, c'est pas très loin de chez nous, c'est au nord, c'est dans les Mauges. Des gens qui étaient des bons agriculteurs, très en avance dans les années, début des années 80, mais la manière dont ils travaillaient, ça ne leur plaisait pas. C'était dans un système très intensif, classique. Donc le mari et la femme prennent une petite ferme pour faire du bio. Donc c'était en 81. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas grand monde pour se lancer dans le bio. Donc évidemment, on leur a laissé, ils disaient la ferme qu'ils ont trouvée, il n'y avait ni eau ni électricité. Ils ont commencé comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est une ferme qui transforme 4 millions de litres de lait. Ils ont 100 jersiaises et ils ont installé 7 agriculteurs autour de chez eux. Il y a 55 salariés. Voilà. Des gens extraordinaires, des philosophes, des gens aussi passionnants que ça, complètement fous. Ils font leur yaourt en fait. Ils font tout, ils font tout. C'est dans un... Ça c'est... Valérie. Ça, c'est un autre exemple de ce qui se passe en circuit court. Valérie, elle est à côté de chez moi à Parthenay, fille d'agriculteur, fait des études, maîtrise de com, part à Paris, bosse dans des agences de com, travaille en Allemagne, trilingue. Et il y a quelques années, elle avait 12-13 ans qu'elle était sur Paris, elle en a marre, elle revient et elle décide de s'installer, de reprendre la ferme de son père, qui avait transmis sa ferme à des gens qui avaient fait faillite, et la ferme, les bâtiments étaient là, il n'y avait plus rien. Donc elle reprend la ferme, installation 2011, premier prix 2 ans après. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de bousculer le milieu. Elle a un premier prix à des gens dans un milieu où personne ne la connaissait. Elle a envoyé ses fromages comme ça, elle ne sait même pas comment ça se passait. Elle a dit tiens, je vais envoyer ça au salon d'agriculture, peut-être qu'ils vont les goûter. Pas du tout dans la procédure actuelle, classique. Donc ce qui fait que d'ailleurs elle a été toute repérée, que je sais pas. Les gens du milieu ont dit oh, qui c'est cette là hein, qui vient, qui. Elle a le premier prix au salon. Cette année, elle va faire 280 000 €. Elle fait le fromage, j'ai jamais vu quelque chose. D'ailleurs, pour faire une croissance, imaginez, un stage 2011, la croissance, c'est une affaire, je ne sais pas où elle va s'arrêter. 50 idées à la seconde. 50 idées à la seconde et le produit est parfait. Donc là c'est intéressant, c'est des gens qui sont quand même du milieu, qui ont une attache au milieu, qui ont fait autre chose, qui reviennent avec un projet, qui ont mis aussi, elle a fait ce qu'il fallait pour acquérir des compétences, plein d'idées,
plein ouvertes, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est tout ça les circuits courts. C'est des gens, c'est tous ces exemples-là. Puis je vais finir sur celui-là. Perrine, c'est extraordinaire aussi, c'est pareil. Même type d'exemple. Son père, je le connaissais. Responsable professionnel, dans les chambres d'agriculture nationale. Il est à côté de Toulouse, dans le Lauragais. Gros céréalier. Sa fille va à l'agro. Fille brillante. Puis au mois de septembre, au moment où on rentre à l'agro, elle dit ben non, je rentre pas. Je t'achète un sac de blé et puis un sac de tournesol, je vais faire de l'huile et puis de la farine. Alors le père, les deux c'est du caractère. Donc le père, ça s'est engueulé sous l'hangar d'une manière terrible, il a quasiment 20 ans. Enfin bon. Elle a tenu le coup, elle a trouvé quelqu'un pour lui faire sa farine, puis dans l'hiver, elle a vendu ses petites machines. Puis elle a tenu bon. Puis dans le milieu du Lauragais, maintenant on a ça. Toute la ferme est transformée. Alors ils ne sont pas en bio, ils sont en 0 intrant, une autre logique, mais 30% du chiffre d'affaires en pain, il y a 10 emplois. Voilà. Tout ça pour dire que derrière tout ce phénomène-là, c'est ça qu'il faut retenir, c'est vivant, ça ramène de l'activité, ça donne du sens aux gens. Alors quand je dis aux gens, ça donne du sens à ceux qui font quand on discute avec Perrine ou Valérie Millet, je veux dire, c'est d'une fierté terrible de ce qu'elles font. Et puis, ça donne du plaisir et du sens aux consommateurs, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand je parlais de bien social derrière, il y a ça aussi. Ça donne une vitalité dans les territoires. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi, c'est que moi, derrière ça, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est dire, au-delà même des chiffres d'affaires, c'est comment on revitalise et on redonne du sens, souvent quand même, à des produits qui ont une origine très locale. Et donc, il y a une identification, quoi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas besoin d'aller chercher ou d'artificialiser du commerce en allant chercher des produits en Chine et puis en les transformant, et puis voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, parfois, de micro-milieux, on arrive à avoir un effet économique, social, voire sociétal très important. C'est ça qui est intéressant. En fait, moi c'est ça qui m'intéresse dans le circuit court. C'est au-delà même du phénomène, c'est le sens que ça se donne quasiment dans une espèce de vivre ensemble. Et on voit bien que quand il y a des territoires qui sont très intéressants en ce moment, qui utilisent ça dans une logique où le circuit court devient presque festif. Et vous avez, je vais en Dordogne souvent, les soirs, vous avez voilà, des marchés de producteurs, Germinal Perrault, mon copain, il est président de la commission quoi, IPS, Germinal. C'est super intéressant ce qu'ils font, quoi. Et donc voilà, et nous, il y a des choses très intéressantes qui, vous voyez comment on utilise, regardez dans nos territoires un peu aussi ce type de mouvement pour faire vivre aussi les territoires. Donc voilà, un petit peu au bout du compte, on est parti de l'Amérique, on a du compris de l'assiette, et puis on en arrive à ça. Donc voilà un peu moi ce que